Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche. Nous sommes toujours en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus et des pops de Ali de Catch Club. Ouais, nous sommes là. I'm singing in the rain. Ah bon? Just singing in the rain. Ah bon? What a wonderful feeling, I'm happy again. Ah bon? Ah oui. C'est tout? Ah oui. Encore? Non. Bon bah, bonjour. Salut. Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Ah oui, c'est de plus en plus gênant. Hein. Non, j'ai bien aimé la chanson, c'était... Bah ne me regarde pas moi, hein, c'est elle qui... Je n'ose même plus les regarder. C'était les polyphonies corsées. Et les polyphonies corses, et là elles sont corsées. On a fait 2 pay-per-view. Ah, je pensais qu'il lançait un nouveau titre. On a fait, t'as vu, on a taffé aussi, au vu de la vie. Comment tu peux faire ça? Oh ouais, quoi? Non, bah non, c'est fini. Donc, on a fait 2 pay-per-view de Raw le mois dernier. On va faire la même chose ce mois-ci. C'est juste pour avancer jusqu'à SummerSlam. Ah oui, SummerSlam. Faut qu'on avance le Barclays SummerSlam. Center. En plus, Donc, j'ai des bonnes histoires à vous conter, comme d'habitude. Moi aussi, on les attend. Et puis moi, j'ai hâte de pouvoir raconter mes souvenirs du prochain WrestleMania, vu que j'y étais, donc on pourra... Bah, personne n'a hâte, hein, je te dis pas. Les gens t'ont bloqué. C'est pas grave. T'es grillé, comme chanterait Nawelka. Dédicace. Donc, on passe du côté de SmackDown. Dans cette vidéo, on va faire Money in the Bank et Battleground. Et on va parler de James Ellsworth longuement dans cet épisode. Un plaisir. Parce qu'encore une fois, il va avoir un rôle majeur dans les storylines de la WWE. Donc on enchaîne directement. C'est parti, Money in the Bank. Kick-off pré-show. D'abord, on a les Eyebrows. C'est vraiment les 2 épisodes télévisés. Ah oui, on est... Alors, on est toujours, il est toujours là, il est 10h38, hein, le même jour que la semaine dernière, on s'est dit on enregistre 2 épisodes pour prendre un petit peu d'avance, et j'ai eu le temps de me changer. Ali a toujours la même chemise, ça fait 9 épisodes hein, qu'il n'a pas changé de chemise. Il va plus souvent chez le coiffeur qu'il ne change de chemise. Alors est-ce qu'il la lave entre temps? Je ne sais pas, moi en tout cas je peux vous certifier que celle-là non. Je les change avec une bleue, une blanche... mais ça fait mais en même temps je les mets que 45 minutes à chaque fois. Si, moi en plus elle est toute propre. Donc voilà. Magnifique pour vous, mesdames. Bref, oui. Eyebrows, bam, ciao, bisous, Mojo. Bon voilà, Zach, on aimait bien Zach. Et les colons, alors là, les colons. Il n'y a plus personne qui est là. 8 minutes 30 de mecs qui n'existent plus. Exactement. Et c'est les Eyebrows qui gagnent. Mojo Rawley, donc on le rappelle, licencié il y a quelques jours lors de la nouvelle vague de licenciement 2021. Zack Ryder fait partie de la vague de licenciement 2020. Primo Epico, c'était aussi l'année dernière. Donc on enchaîne directement avec la carte principale parce que Money in the Bank très particulier cette année-là. L'histoire, la fameuse histoire. Directement, le show démarre par le Money in the Bank féminin. Donc lors de ce match, on a Carmella avec James Ellsworth contre Becky Lynch, Charlotte Flair, Natalya et Tamina. Et ce qui se passe à la fin du match, alors que Becky Lynch est en train de quasiment dominer, enfin elle domine plutôt à la fin du match, James Ellsworth monte en haut de l'échelle. Là on est dans la période petit à petit où Becky Lynch est en train de devenir de même, sans vraiment le savoir. Mais je me souviens parfaitement de cette époque où tout d'un coup, sans vraiment pouvoir, je ne comprends pas vraiment, mais le public est à fond derrière elle. Tous ces matchs à SmackDown, ça me rappelait un peu la montée en puissance, mais il n'a jamais eu l'apogée de Becky Lynch, mais de Matt Hardy à SmackDown, qui tout d'un coup sortait des matchs de fou et commençait à devenir de plus en plus populaire avec sa célèbre rivalité contre MVP notamment. Mais voilà, là, je me souviens qu'on commence à ressentir une fièvre Becky Lynch qui monte. Bah je pense justement que c'est pour ça que la WWE tease la potentielle victoire de Becky Lynch. Pour la gueule les mecs, ils n'ont rien à faire. Tease. Becky Lynch qui allait prendre la mallette, mais James Ellsworth qui intervient pour faire tomber Becky Lynch lors du match. Forcément, c'est un match sans disqualification, donc il peut intervenir. Et derrière, on a donc cette scène assez particulière, James qui monte en haut de l'échelle. Il chope la mallette Money in the Bank, et là, il la lâche, et il la fait tomber dans les mains de Carmella. Donc Carmella récupère la mallette, et là on a différents arbitres qui commencent à discuter au bord du ring en mode non mais c'est pas normal, c'est pas forcément légal. C'est pas normal, je veux dire comment on fait quand ça sera Otis, à qui ça arrivera. C'est vrai. Bah oui. Et alors qu'ils n'ont pas vraiment encore pris de décision, James Ellsworth intervient encore une fois, il prend le micro comme ça, il fait écoutez,
on s'en fiche de ce que vous décidez, le match est terminé. Carmella la mallette, Carmella et Miss Money in the Bank, et c'est terminé. Et ils partent comme ça. Première de l'histoire. Money in the Bank. Premier Money in the Bank. Ah oui, féminin. Non, féminin parce de que tu m'as l'histoire. fait douter vu que tu le disais pas. Et j'étais en train depuis avant de peut-être re-regarder les 2-3 dernières minutes. Vous me voyez en train de... Mais attends, c'est la première fois, non? Parce que je me souvenais qu'il y avait cette... C'est vrai. Ils vont refaire à SmackDown. Ils vont le refaire à SmackDown, on va en parler dans un instant. Mais justement, toi à ce moment-là, dans les commentaires, comment ça se passe? Parce que là, tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Bah, la chance qu'on a, contrairement au WrestleMania 37, c'est que là, on est en studio, donc le son est bon. Et on entend parfaitement ce que disent les Américains. Donc on sait quelle est l'histoire que la WWE veut raconter. Donc on est dans ce côté... on suit un peu Michael Cole et les c'était pas Michael Cole je pense puisque c'est SmackDown, mais voilà on suit la feuille de route de la WWE. Évidemment on n'avait rien, on savait pas que ça allait se passer comme ça, mais quand on entend les commentateurs américains réagir d'une certaine manière, on sait qu'on doit réagir plus ou moins de la même manière, même si on prend évidemment, vous en doutez, quelques libertés, mais dans ces cas-là, voilà, Carmella a gagné, pour moi elle a gagné, Shero doit forcément trouver ça honteux, je pense, et on joue là-dessus. Après, j'étais donc j'ai dû aussi quand même un petit peu crachoter sur James. Un petit peu. On va en parler juste après le pay-per-view, ce qui se passe justement par rapport à Money in the Bank. La victoire qui va pas être totalement validée. Derrière, on a un petit segment pour nous présenter Mike et Maria Kanellis, qui effectuent pour Maria donc un retour du côté de la WWE. Mike, c'était ses débuts au sein de la fédération. Ils viennent faire un petit segment au niveau de l'entrée pour parler du Power of Love. Ouais, le Power of Love, un power couple. Oui, l'amour, je me souviens d'une rose, non Oui, voilà, c'est... Il sortait d'un run à la Ring of Honor. Hein, oui, tout à fait. Et Mike Kanellis, qui est aussi, comme Maria... Wow, c'était l'année dernière aussi, hein, je crois les deux ont été renvoyés l'année dernière. Tout à fait, ils sont de retour à la Ring of Honor. Et Mike Kanellis s'est beaucoup exprimé en disant qu'il regrettait d'avoir quitté la Ring of Honor, que c'était peut-être la plus grosse erreur de sa carrière, disait-il. Bon, je trouve ça un petit peu... le garçon visiblement était en plus pas dans des meilleures conditions quand il quitte Ring of Honor, quand il arrive à la WWE, il sauve un petit peu sa vie en quelque sorte, hein, je crois il avait des addictions. Voilà, puis à la WWE il a dû quand même gagner un tout petit peu de thunes pour pas faire grand chose. Après je comprends que t'es fan de catch et que t'aies envie d'être utilisé, moi le premier en tant que commentateur, hein, c'est pas pour autant que je gagnais très bien ma vie, mais les pay-per-view me manquaient par exemple, donc je comprends que psychologiquement ça peut atteindre, mais je trouve ça surprenant de dire ouais j'aurais jamais dû quitter la Ring of Honor, alors que bon je pense pas qu'il gagnait autant qu'à la WWE. Encore une fois, je le répète, le salaire ne fait pas tout, mais voilà. Donc en fait eux ce qui s'était mal passé c'était à la fin, parce qu'ils s'étaient énormément plaints à la fin de leur contrat, pour au final... Non mais Mike Kanellis voulait se faire virer toutes les 3 semaines. Bah en fait c'est ça, ils voulaient se faire virer toutes les 3 semaines. Ils disaient ouais leur je veux contrat partir. Prenait fin et ils ont décidé de re-signer un nouveau contrat. Et donc à ce moment-là ils ont un petit peu dû s'expliquer en mode mais attendez pourquoi vous vous plaignez, vous re-signez. Apparemment ils ont reçu une très belle offre pour ce qu'ils étaient à la WWE, donc encore une fois plusieurs centaines de milliers de dollars par an. On n'est pas non plus à 800-900 000 dollars par an, hein, mais quand même dans les 300-400 000 apparemment pour des gens qui sont pas énormément utilisés, puis un couple chacun quoi, donc ça fait beaucoup pour un couple par an. Oui en plus un jeune parent, ils ont pu profiter, encore une fois moi j'ai eu le plaisir en quelque sorte presque de babysitter leur premier enfant je crois lors d'un Royal Rumble où elle dormait, c'est tellement chou comme image, déjà Maria Kanellis, une magnifique maman, et puis le bébé tout chou dans son berceau là qui est en train de dormir alors que t'as 40 superstars autour. Ouais, c'était Royal Rumble parce que c'était dans ce stade de baseball, le dernier Royal Rumble qu'on avait fait avec Philippe. Voilà, c'était vraiment tout chou, tout le monde s'arrêtait, tu pouvais pas faire autrement, un tout petit bébé comme ça qui dort, c'est trop mignon. Oui, puis la maman, magnifique la maman, mais voilà, vous imaginez l'image encore une fois, hein, des superstars, des muscles, de la violence, de la brutalité, puis un tout petit bébé qui dort, et puis t'as des gars qui ont les voix comme ça, et puis le bébé il dort. Ah là là, c'est chou. On peut citer également juste à ce moment-là la caméra qui nous montre en fait des légendes. Des légendes. Hop là, on est parti en Alsacien et c'est parti en direct de Saint-Amoult. Les légendes sont là, alors. Ali, qu'est-ce que tu nous racontes? On est en direct sur STFM, c'est l'heure de l'apéro sur STFM. Hop là. Des légendes qui sont présentes au premier rang. Au premier rang. Au bord du ring, donc petit hommage, soirée hommage en fait.
Et on peut les citer, donc on a Greg Gagne, Larry... Alors toi tu dis Greg gagne. Greg Gagné. Bah oui, s'il te plaît, ouais. Greg Gagné. Parce que Greg gagne, il lui est arrivé de perdre aussi, crois-moi. Larry Hennig. Le papa de Kurt Hennig, feu Kurt Hennig, et le grand-père de Curtis Axel. de Kukur. De Kukur. Larry Hennig, qu'on appelle The Axe, la hache. Baron Van Raschke. Ancien manager des Powers of Pain à la WWE, mais surtout catcheur légendaire de la AWA, la fédération de Greg Gagne. Sergeant Slaughter. Ancien champion de la WWE, et puis bien sûr G.I. Joe. Premier G.I. Joe, vrai G.I. Joe, enfin vrai humain transformé en G.I. Joe. Et le papa, Bob Orton, j'imagine. C'est Exactement. Ça, voilà. The Forcément. Ace, l'As, Bob Orton. Dans un pay-per-view de SmackDown, plus tard on a un match Jinder contre Randy. Donc justement, ces personnes, ces légendes sont dans le ring et comme vous pouvez l'imaginer, ça va mener à des interventions. On enchaîne avec le match pour les titres par équipe de SmackDown, les Usos qui sont heel à ce moment-là, qui affrontent le New Day, qui vient de débarquer à SmackDown suite à ce petit superstar shake-up. Donc en fait, c'est les New Day qui ne sont pas apparus pendant quelques semaines au départ, puis ils sont apparus juste avant ce pay-per-view pour défier les Usos. Donc on a un match lors de ce pay-per-view, et si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous allez voir ce petit recyclage, on va dire, de finish. On se rappelle de la manière dont Alexa Bliss a battu Sasha Banks. Donc elle est restée, je l'avais expliqué, à l'extérieur du ring. Oui, Même chose exactement lors de ce match avec les Usos. Sympa. Pour battre les New Day. Les Usos au final qui perdent le match par décompte à l'extérieur, mais du coup tout ça pour conserver les titres. Donc justement les New Day qui vont utiliser ça lors des prochaines semaines pour dire que les Usos ont fui, quoi. Ils ont pris la fuite et ça nous mènera... Ça fait durer la feud, quoi. Exactement. Ça après, c'est pareil, je l'évoquais justement dans l'épisode de la semaine précédente, The Bar, Hardy Boys, une rivalité qu'on a peut-être un peu oubliée, mais qui était quand même assez classe. Uso, New Day, on n'a pas oublié, mais je pense qu'on regarde parfois un peu trop de haut, parce que c'est, je pense, l'une des plus grandes rivalités tag team de l'histoire de la WWE, et je pèse mes mots, parce que j'en ai vu des rivalités. Moi, j'ai pu adorer les Brainbusters contre les Rockers, les fabuleux Rougeaux contre les Rockers, ça donnait lieu à des matchs incroyables, même à Bercy en France. Mais New Day, Uso, c'est pas souvent qu'ils sont loupés, quoi. C'est quand même souvent des matchs excellents à regarder. Et là, en fait, les New Day sont dans la période où c'est bon. Ça a explosé, ça a pris les New Day. Premier gros run en tant que babyface. Et on est vraiment dans la période où ils vont commencer à enchaîner les matchs contre les Usos vraiment énormément. Mais à chaque fois, comme Christophe l'a dit, d'énormes matchs. On enchaîne avec Naomi contre Lana pour le titre féminin de SmackDown, juste pour préciser que Naomi donc remporte le match et Carmella tease d'encaisser lors de ce match, et elle va le faire plusieurs fois lors des prochains mois, sachant qu'elle va pas encaisser tout de suite. J'ai pas la date de son encaissement, mais c'est pas avant plusieurs mois. Derrière, on a Jinder Mahal qui défend son titre fraîchement remporté lors du pay-per-view précédent de SmackDown. Donc, on a longuement parlé il y a 2 épisodes. Exactement. Cette fois-ci, c'est contre Randy Orton à nouveau. Donc rematch pour Randy Orton et, comme d'habitude, les Singh Brothers. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les Singh Brothers sauvent Jinder Mahal à un moment lors du match. Donc l'arbitre les renvoie au vestiaire. Mais avant de repartir au vestiaire, sur leur route, ils passent devant les légendes qu'on a citées juste avant. Et il les pousse un petit peu, il les agresse entre guillemets, notamment Bob Orton. Bien sûr. Donc là, forcément, tu pousses le papa. Randy Orton. Oui, il pète un câble. Il pète un câble. Il démonte les Singh Brothers à l'extérieur du ring. Il se concentre vraiment sur eux pendant quelques minutes. Ce qui fait que derrière, quand il remonte sur le ring, voilà, il fait pas trop attention. Et là, c'était vraiment la spéciale de Jinder. C'était de nulle part, à la fin, il place son finish. Et c'est bon, il gagne le match. Il remporte le match. Le finish, comment déjà Le Callas. Ah, voilà, le Callas. Donc là, c'est ce qui se passe. Tout le monde connaît Maria Callas. Randy Orton qui monte dans le ring juste après. Et il se prend le Callas pour la victoire de Jinder Mahal qui conserve le titre. Et attention, gros rematch lors du pay-per-view suivant. Là là. Mais bon, voilà, il backline quand même Randy Orton, mine de rien. Ouais. Tu te dis, oulala. C'est une énorme victoire. Après, tu dis aussi qu'ils n'ont pas mis le match en main event. Parce que bon, après, on est à Money in the Bank. Bah donc oui. Forcément, le main event, ce sera le Money in the Bank match masculin. On peut citer d'abord Breezango qui ont battu The Ascension en 3 minutes 50. C'était juste voilà, pour mettre un petit match de pause entre les deux gros matchs. Et qui aurait pu imaginer que Breezango serait toujours là et Ascension non. C'est surprenant, non, mais on est en plein dans l'histoire. L'enquête, c'est la Fashion Popo, la police, avec The Ascension
qui était accusé. Ouais, je me souviens même plus, mais c'est vrai que ça nous avait offert Les segments étaient marrants. des moments sympas. Les petits segments en Ça coulisses étaient marrants. commençait bien. Après, on sentait qu'il s'essoufflait et que les auteurs ne savaient plus trop où aller. Il y avait quand même, c'était assez redondant et assez simple dans les vannes, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un côté double lecture. Parce qu'il y avait toujours des petits clins d'œil. Ah, il y avait aux souvent des smarts bonnes que nous blagues sommes. sur les tableaux en fond, Oui, voilà, lors des enquêtes c'est et ça. tout. Et c'était super marrant. Et The Ascension avait précisé dans des interviews après leur licenciement que c'est potentiellement leur meilleur souvenir dans le roster principal quand ils tournaient ces vignettes avec Bah oui, Buzz parce que franchement, c'est sympa et j'imagine qu'ils avaient. Là, ils avaient beaucoup plus de liberté que je l'évoquais la semaine dernière et puis principalement dans un autre épisode avec Alicia Fox. Je pense que pour ce genre de vignettes, ils avaient plus de liberté parce que justement, il y avait un côté, on veut que ce soit un petit peu foireux. Ouais. On veut qu'il y ait vraiment ce côté. Série B un ouais, peu. voilà, assumé quoi. Donc lors du main event, Money in the Bank match masculin, Baron Corbin, AJ Styles, Dolph Ziggler, Kevin Owens, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura. Shinsuke qui a un petit peu la position de Becky Lynch dans ce match, c'est-à-dire qu'en soi, il est un peu en train d'exploser. Lui, il n'a pas débuté depuis longtemps dans le roster principal, Ouais. on vous l'a précisé lors d'un des derniers épisodes. Donc il est encore très neuf dans le roster principal, la foule est totalement derrière lui. Et honnêtement, les gens espèrent que c'est Nakamura qui va gagner. Mais du coup, la WWE va le faire perdre tout en essayant de lui donner des excuses. L'une des premières excuses, c'est que Nakamura va se faire attaquer dès son entrée par Baron Corbin en début de match, ce qui fait qu'il va rater une grande partie du match en fait parce qu'il sera KO au sol. Donc c'est un petit peu pour le protéger, on va dire dans la storyline. Quand tu regardes le casting de ce match, tu te dis quand même, ben pourquoi Varum. Varum. Why. Non mais c'est vrai. J'ai l'impression, je n'y ai pas pensé avant, mais là en me rappelant qu'il gagne ce match, parce qu'évidemment j'avais pas oublié Baron Corbin, Money in the Bank, Mister Money in the Bank, aurais-je dû dire. Est-ce que c'est pas un peu le début de la fin de la mallette du côté des hommes? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est clairement l'un des vainqueurs les moins marquants de l'histoire, quoi, parce que... Bah si, moi ça m'a marqué. Ouais, Je me c'est souviens ça. parfaitement qu'il chie son utilisation à cause de John Cena. Ça nous donne un match totalement improvisé à WrestleMania. Match d'ouverture. Ou SummerSlam. SummerSlam. SummerSlam s'ouvre sur Cena contre Corbin. Match d'ouverture. 7 minutes d'un match totalement inutile où Cena bat Corbin. Enfin voilà, un match inutile où tu... Enfin là j'ai l'impression... On a eu peur encore une fois. Alors, dès que luminosité se baisse, bam! J'ai l'impression de voir du Otis avant l'heure, finalement. Et c'est exactement ce que Il j'avais en file tête. la mallette à Baron Corbin, mais il se dit putain, merde, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je pense que c'est ce qui est arrivé. Je pense qu'à ce moment-là, c'était un petit peu... Et je dis jamais ça méchamment, hein, mais c'est plus ou moins reconnu que Vince est un petit peu parfois en mode girouette, dans le sens où parfois il peut prendre une décision et changer d'avis, et voilà, ça arrive, hein, je veux dire. Parfois on sent des choses, puis d'un coup on sent autre chose. Oui, ça veut dire qu'on a le Covid. Si tout d'un coup on ne sent plus rien, allez vous faire tester. Mais c'est un petit peu l'impression que ça me donne. Je pense qu'à ce moment-là, ils se sont dit, on va énormément miser sur Corbin, qui est quand même un bon heel à l'ancienne et qui a un potentiel. Mais c'est dommage parce que là on est un peu même aussi dans le côté Bray Wyatt parce que s'ils avaient Bah eu oui. le courage d'aller au bout de leur idée et de filer le titre à Corbin, Ça change tout pour après lui. ça collait mal parce que c'est Jinder Mahal, donc là boum, t'as deux heels Ouais. face à face, mais ils auraient pu attendre. Oui, C'était non, pas c'est sûr. obligé de presser la chose. Ils ont Et- un an. Hein Non, j'allais dire, ils ont un an parce que je me rappelle de ce moment où Brock Lesnar apprend en direct à Raw Oui, qu'il a un an pour encaisser la mallette. Ah ouais. Ah, j'ai un an, t'es sérieux? c'est clair. Bah oui, ils avaient de quoi faire, donc ils auraient peut-être pu prendre leur temps et voir comment ça allait prendre, parce que c'est vrai, Corbin est talentueux, il fait très bien son métier, beaucoup le détestent, et ben, c'est son boulot. Bah, en tout cas, justement, ça marche très bien pour sa gimmick parce qu'à la fin, on a un beau moment lors de ce Money in the Bank, un moment que les fans attendent et qui va. Leurs rêves vont s'exaucer justement à WrestleMania, mais pas exactement comme on le veut. C'est qu'on a AJ Styles et Nakamura pour la première fois face à face lors de ce Ouais. match. Dans le ring à la fin, c'est. Ouh, c'est. Electric. La foule, quand elle voit Nakamura et AJ Styles, c'est la folie. Sachant que pour les fans de catch, ils ont un gros passé à la New Japan où ils avaient eu un match de rêve à un Wrestle Kingdom que les fans avaient vraiment apprécié. Donc on les voit face à face, grosse pop de la foule, les deux qui commencent à monter en haut de l'échelle, puis je crois qu'AJ Styles tombe, mais en tout cas on pense que potentiellement Nakamura va peut-être gagner encore une fois. Mais là, King Corbin, qui au final intervient, il les fait tomber, et c'est King Corbin qui décroche la mallette. C'était une surprise. En plus, faire gagner un heel en fin de pay-per-view, c'est pas forcément. Ah oui, voilà, Et puis, bah, King Corbin, enfin, c'était pas encore le roi, mais Non, effectivement, Baron Corbin gagne la bataille royale en l'honneur d'André le Géant, pour son
c'était ses débuts en plus. Mhm. Il arrivait dans le roster principal, bam, il gagne cette bataille. Enfin voilà, là il est Mr. Money in the Bank. On lui a souvent donné des grosses victoires. Là, il est roi depuis 8 ans et demi. Il a fait la retraite de Kurt Angle. Ouais. Non, c'est pas n'importe Et quoi. bon, voilà, ça reste quand même un gros loupé, je trouve. Dommage. On précise un petit peu ce qui se passe avant, donc Battleground, la situation autour de Money in the Bank. Le SmackDown suivant après le pay-per-view, Daniel Bryan qui explique que la victoire de Carmella est annulée. Voilà, manager général de SmackDown, on l'oublie pas. Pour l'instant, il n'est Voilà. pas encore revenu dans le ring. Donc, parce que, en même temps, eux ils disent que ce n'est pas dans les règles. Il y a nulle part où c'est marqué qu'apparemment un homme ne peut pas décrocher la mallette pour une femme, etc. Mais voilà, Daniel Bryan annule la victoire et il explique que la semaine suivante, il y aura à nouveau un Money in the Bank et James Ellsworth est banni de l'arène. Sauf qu'au final, la semaine suivante, Il vient. on a le match et Ellsworth intervient à nouveau lors du match pour empêcher Becky Lynch. Encore et toujours. Il essaye à la base d'empêcher Becky Lynch, si je dis pas de bêtises. Ellsworth monte dans le ring, il commence à monter, voilà c'est ça, il commence à monter pour essayer de choper la mallette à nouveau, comme lors du pay-per-view. Becky Lynch, mais Lynch le fait tomber directement la corde entre les jambes. ah voilà. Bon, en même temps, je suis à peu près sûr d'avoir dit que de toute façon, ça risquait pas grand-chose. Derrière, par contre, Becky Lynch, comme elle est distraite par James Ellsworth, là on a Carmella qui va chercher une chaise et qui attaque Becky Lynch. Et là, les commentateurs, encore une fois, qui précisent ladder match, Money in the Bank, pas de règles, pas de disqualification. Bien sûr. Donc elle détruit Becky Lynch littéralement avec une chaise. Encore une fois, ça appuie bien. Comme tu as dit, Becky Lynch est adorée, donc Carmella vraiment détestée à ce moment-là. Puis là, par contre, Carmella va décrocher elle-même la mallette Money in the Bank. Donc certes, Ellsworth est intervenu alors qu'il n'aurait pas dû, et il va se faire punir à cause de ça lors des semaines suivantes. Mais par contre, cette fois-ci, Carmella, c'est bon. Elle obtient officiellement la mallette Money in the Bank. On a le droit également à des petites interviews de Randy Orton qui explique qu'à Money in the Bank, il a perdu la tête à partir du moment Qu'il ait vu Suzette. à partir du moment Boomer. où on s'en est pris à sa famille. Il a dit écoutez, je vois quelqu'un qui s'approche de mon père, à ce moment-là, j'ai plus pensé au titre, j'ai plus pensé à Jinder Mahal, j'ai juste pensé à me venger, à faire mal. D'ici le prochain pay-per-view, je vais essayer de me reconcentrer. Du coup, il a le droit à un rematch lors du prochain pay-per-view, mais Daniel Bryan précise que c'est Jinder Mahal qui a le droit de choisir la stipulation, et il choisit donc Le Punjabi Prison Match. Punjabi Prison Match. Troisième de son nom à ce moment-là, qui aura lieu donc à Battleground. On va en parler dans un instant lors du pay-per-view. Un match avec des règles très particulières. Très particulières. Ah bon? Ah non, en général, ce match-là n'a pas de règle. Oui, mais j'avais oublié, moi, là, les règles, donc c'est... Il faut sortir la première case. C'est ça, voilà. Puis les portes se ferment. Voilà, il y a quand même quelques petits détails. Il faut passer par-dessus. Enfin, je sais pas ce qu'il leur a pris, je comprends pas. Je veux dire, et c'est pareil, on évoquait les ambulances. Ils ont eu une réduction sur le bambou. Ils se sont dit que c'est bambou. Chanson française. Bon, voilà. Allons-y. Battleground. Allons-y. Battleground. Maintenant, vous avez les bases. Donc, encore une fois, pré-show, un match. Aiden English qui bat donc Ty Dillinger. Le bon vieux Ten qui est en kick-off à ce moment-là. Il va plus trop en ressortir, je crois. Et on démarre la carte principale avec le match revanche pour les titres par équipe. Le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods contre les Usos, Jimmy et Jay. Et c'est la victoire. Ah oui, des étonnamment. New Day. Bam, les New Day regagnent les titres. Je pense que bon, le New Day, à la fin des temps, ils seront à 250 titres. Ils rattraperont R-Truth. Qu'est-ce qui devient le titre 24/7 d'ailleurs vu qu'on n'a plus dans les résumés d'Euro d'1h30. Moi, ce qui m'a choqué Il a le plus, disparu. c'est qu'il était même pas à WrestleMania. Non, il n'y a pas eu un petit Non, il y a pas eu segment de segment backstage. à WrestleMania. Hein. Parce que cette semaine, du coup, en plus, je crois qu'il a fait une interview en disant ouais non, je me suis perdu. Je me suis trompé d'arène, je crois qu'ils ont expliqué ça en disant qu'il s'est trompé d'arène et que du coup il a pas pu se rendre à WrestleMania. Mais il était pas à WrestleMania du coup et ça. Non, parce qu'il y avait Bad Bunny avant WrestleMania, c'est pour ça que je mélange un peu, Mhm. je mélange un peu les pinceaux. Mais oui, peut-être qu'on ne voit plus R-Truth après qu'il ait récupéré le titre. Enfin, après que Bad Bunny lui rende finalement. Oui, le c'est titre. ça exactement. Qu'il a échangé contre des goodies, je crois. Exactement, ouais. Donc lui, on l'a Mick plus Foley vu. quand même qui avait présenté le titre 24/7 quoi. Le C'est jour où Mick Foley annonce ce titre et il nous dit la 3e heure d'Euro, vous allez voir ce que vous allez voir. Bah, on rappelle. Hein, Mick n'hésite pas à nous prévenir. on Quand ça rappelle tous commence. ces changements de la WWE qui à chaque fois sont révolutionnaires. Il y a 2 ans c'était le titre 24/7, l'année dernière c'était Rétribution et Raw Underground. RIP, les deux, Rétribution. et Raw Ah oui, Underground. Rétribution. Pour l'instant, je me demandais ce que c'était. Mais oui, bien sûr. Non, mais je croyais que c'était un show. Tu vois, je croyais que c'était le nom d'un show. Je me dis non, c'est pas le nom d'un show, mais oui, bien sûr, dans le gang, quand même. Ah, quand même. Donc, non, mais c'était leur réponse un peu aux audiences qui étaient faibles l'année dernière. Hein, très
concrètement, hein, Raw Underground et Rétribution, malheureusement les deux n'ont pas été pushés jusqu'au bout, on va dire. Donc les New Day qui remportent le match, Trouble in Paradise à la fin de Kofi Kingston, puis Xavier Woods qui enchaîne avec descente du coude. Apparemment c'est la première fois que c'était Woods qui remportait les titres pour les New Day, parce qu'ils étaient déjà champions plusieurs fois à ce moment-là. Oui, bien sûr. Mais c'est Woods qui remporte pour la première fois. Habituellement c'était soit Biggie, soit Kofi Kingston. Mais une très belle rivalité. Franchement, vous pouvez pas vous tromper. Si vous voyez sur une carte de show, vous dites qu'est-ce que je fais cet après-midi, tiens, il y a New Day contre Uso, allez-y. Ah c'est clair, c'est C'est clair. forcément bien. Il y en a des mieux que d'autres, mais forcément bien. Derrière, on a Shinsuke Nakamura à ce moment-là qui est en rivalité contre Baron Corbin à cause de ce qui s'est passé justement à Bien sûr. Money in the Bank, l'attaque sur la rampe d'entrée, et donc Nakamura qui bat Baron Corbin mais par disqualification. À la fin du match, en fait, on a King Corbin qui sent que ça se passe pas très bien pour lui, Non, c'est pas ça. donc il porte un low blow à Shinsuke Ah, Nakamura. Ah tiens, c'est Shinsuke Nakamura qui va apprendre de ce low blow. Tiens, Je ça vais peut marcher. lui faire de viser pareil. les- Donc non, voilà, low blow, coup avec la mallette Money in the Bank et End of Days pour garder sa hit, etc. À ce moment-là, King Corbin. Ensuite, on a un fatal 5-way match. La catcheuse qui remporte ce match aura le droit à un match pour le titre à SummerSlam. Ouais. Donc Natalia contre Becky Lynch, contre Charlotte Flair, contre Lana, contre Tamina, c'est un match à élimination. Et c'est c'est Natalia qui remporte le match en éliminant en dernier Charlotte Flair. Natalia qui est un peu la version féminine, attention Axel, ne pleure pas, mais de Dolph Ziggler. Je veux dire, une fois tous les 3 ans, Natalia, tiens, C'est pas faux. on va la pusher un petit peu. Après, c'est vrai qu'elle peut offrir des matchs de qualité. Je suis pas forcément fan de sa personnalité qu'elle montre à l'écran, hein, parce que c'est une femme adorable hein, dans la vie. Mais c'est vrai que bon, elle a le talent, mine de rien. On peut pas nier ça. Elle a l'air quand même. Elle est très respectée en coulisses et apparemment même Bah, écoutée. c'est une vétérane. C'est Je sais ça, pas oui, si voilà, on le dit j'allais au dire. Oui. féminin, mais- Bon, à chaque fois, j'ai le même mot. Ah oui, La vétéran, en gros, des catcheuses. je Parce crois que c'est elle qui a combattu le plus de fois. Qui a aussi le plus C'est de défaites, possible. mais je crois qu'elle a le plus de matchs. Et à WrestleMania, en fait, donc les médias américains ont expliqué que c'est elle qui allait voir les officiels en demandant à ce que les matchs par équipe soient ajoutés, notamment le gauntlet match qu'il y a eu lors de la nuit 2. Donc j'étais pas Que forcément. j'ai beaucoup aimé, moi, Oui, et personnellement. moi j'étais pas forcément fan, mais en tout cas, apparemment, c'est Natalia qui allait directement dire aux officiels écoutez, là, c'est pas possible. On a juste un match pour les titres solo par soir féminin. Faut faire quelque chose avec les titres par équipe. Et c'est suite à la demande de Natalia. Les titres allaient sûrement être défendus, mais le gauntlet match, lui, était prévu pour SmackDown. Il était prévu pour SmackDown, et au final, suite à la décision de Natalia, ils ont déplacé le gauntlet et ils ont mis un peu plus d'équipes qui étaient prévues. Ils en ont rajouté une, je crois, mais voilà, c'est elle qui a dit non, écoutez, ces catcheuses se battent toute l'année. Bah oui, non, et puis c'est pas... Encore une fois, si c'était honteux comme ça a pu l'être pendant une période, mais là non, les matchs sont quand même de qualité. Alors tu n'as pas aimé, mais je trouve que ce gauntlet match J'ai pas trouvé ça horrible. était plein d'énergie. Alors il y a aussi quelques loupés par-ci par-là, mais c'est pas honteux. Il n'y a pas de quoi détourner le regard. Ou Non, c'est pas le moment où tu vas aller te chercher une bière. Non, Tu c'est as vrai. quand même envie de voir certains spots qui sont impressionnants. fait marquant et très rare, donc on doit le citer. Kevin Owens qui était le champion US juste avant Battleground. Et AJ Styles qui remporte un match pour devenir challenger numéro 1. Donc il devait affronter Kevin Owens pour le titre à Battleground. Sauf que quelques jours auparavant, on a un live event au Madison Square Garden. Donc bien entendu, pour la WWE, c'est une tradition, c'est la maison, etc. Oui, de moins en moins. Ou de moins en Maintenant, moins. c'est le Barclays Center. C'est ça. Mais ils aiment bien quand même marquer le coup quand ils sont Oui, au Madison parce Square que Garden. plus récemment, c'était Andrade Mhm. qui avait battu Rey Mysterio Exact. pour le titre intercontinental. Maintenant, j'ai un doute. Un des deux. Bon, Un voilà. des deux. Mais, En commentaire, euh, n'hésitez pas à nous humilier. En gros, AJ Styles a donc eu en fait son match en avance au Madison Square Garden et il a battu Kevin Owens. Donc voilà, pour surprendre les fans sur place à ce moment-là, parce que ce sont des shows qui ne sont pas télévisés. Changement lors d'un titre, lors d'un show non télévisé, changement de titre au Madison Square Garden. Donc AJ Styles arrive en tant que champion au final à Battleground, mais directement pour reperdre le titre face à Et Kevin je Owens. vois 18 minutes de match. Je m'en souviens pas, Mhm. mais ça doit être bien. Bah, le match est bon. À la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que AJ Styles porte un crossface à Kevin Owens. Et vous savez, Kevin Owens met juste son poing en arrière, son corps en arrière, Ah, et il le pour que les surprend. épaules d'AJ Styles touchent le sol. Donc l'arbitre effectue le tombé. D'après ce que j'ai lu hier soir, et j'ai pas trouvé énormément d'articles, c'était un botch. Ah D'après ouais. ce qui se disait en tout cas à l'époque. D'après ce qui se disait à l'époque, d'après les médias américains, le finish prévu était que AJ Styles conserve le titre et l'arbitre n'était pas censé compter jusqu'à 3.
C'est ce qui se disait à l'époque en 2017. Allez vérifier, allez savoir, retournez en 2017. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui, et puis, avant de partir, regardez les chiffres du loto. On peut toujours servir ou acheter un almanach. Avant Battleground, on a également droit à un gros retour du côté de SmackDown et un gros retour du côté de la WWE parce qu'il était absent depuis WrestleMania. C'est John Cena. Eh oui. John Cena qui effectue son retour à ce moment-là à la WWE, donc vers juillet 2017. À la base, on ne sait pas trop dans quel roster il est. Est-ce qu'il est à Raw, est-ce qu'il est à Oui, SmackDown? oui. Et donc en fait, Il est au-dessus. de toute il a façon. et c'est exactement ça en fait, parce C'est qu'au Jojo, final, quoi. il doit apparaître pour donner sa réponse et il explique que ben écoutez, je vais apparaître dans les deux shows. Ah oui, attendez. Oh, je suis assez payé, je peux venir dans les deux. C'est ça, je vais apparaître dans les deux shows, mais il est interrompu par un autre catcheur qui effectue son retour de blessure le soir même, c'est Rusev. Sauf que Rusev, il est jaloux. Parce qu'il dit écoutez, on effectue notre retour tous les deux le même soir, toi t'as le droit à des vignettes, t'as le droit à ci et ça, et moi personne n'a parlé de moi, personne ne s'est occupé de moi, personne m'a appelé quand j'étais blessé, etc. Ouais. Donc Rousseff il est fâché, et Rousseff à ce moment-là il est à nouveau dans le délire à fond nationaliste on va dire, donc il propose un flag, et en fait lui vu qu'il est dans le délire du flag, c'est Cena qui propose un flag en a pole match pour Battleground. Donc justement on va avoir le flag en a pole match entre John Cena et Rousseff. J'ai dû regarder le match aussi pour me rappeler exactement les détails. Le match démarre dans le ring avec les drapeaux, donc ça c'est habituel, les drapeaux qui sont chacun sur un coin. Oui. Par contre, il y a deux petits podiums en fait au niveau de l'entrée. Ah, il faut planter le drapeau. Voilà. Oui, on saura aussi quoi, où, comment, c'est quoi cette idée, quoi. Les mecs, arrêtez, déjà les flag match, c'est nul, je suis désolé, hein, pardon, on s'en fout. Vraiment, après, c'est très américain. Aux États-Unis, Oui. les mecs sortent le drapeau à tout va. Nous, dès que quelqu'un sort le drapeau en France, boum, le gars, ça y est, il est d'extrême droite. Non, mais c'est vrai, on ne sort le drapeau que pour la Coupe du Monde. Hmm. Moi, j'avais été surpris quand j'étais allé voir l'Euro au Portugal. Bah voilà, au Portugal, les gens sortent pareil un peu plus facilement le drapeau. Bon, c'est pas non plus comme aux États-Unis, mais bon, en même temps, c'était l'Euro, donc forcément, il y avait le côté un peu chauvin, compétition de foot. Mais bon, voilà. Je comprends pas l'intérêt. Oui, moi, je comprends pas les amours des drapeaux. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, moi, les flag match, pareil, le premier que j'ai vu, alors la semaine dernière, c'était les matchs d'ambulance. Hein, ces 2 semaines là, c'est mes stipulations que j'aime pas. Vous imaginez, à cette époque là, moi, j'étais content, j'étais bien payé. Mais bon, quand même, ambulance, flag, quoi, non, merde. Premier flag match de la WWE, à ma connaissance, en tout cas connu, c'est Bret Hart contre le Patriot. Mhm. Le Patriot, qui était un catcheur très mis en avant en 1997 et qui va pas faire long feu. Il avait déjà une petite carrière avant. Mais il va très vite, je crois, se blesser assez sérieusement à la nuque. Et il aura une carrière très courte, mais à cette époque-là, c'est l'apogée de Bret Hart et de la famille Hart qui soutient le Canada. Mhm. Et cette guerre américano-canadienne qui donnera lieu notamment au film South Park, Blame Canada dans le film. Enfin voilà. Et donc, moi, c'est le premier flag match dont je me souviens, mais j'imagine qu'il y en a eu sans doute d'autres à l'époque, notamment avec le sergent Slaughter quand il était du côté des États-Unis ou le sergent Slaughter quand il était du côté de l'Irak. Oui, non, c'est rare, mais ça a été utilisé quelquefois à la WWE pour sortir le drapeau américain et pouvoir voilà, scander USA à la fin du match. C'est exactement ce qui va se passer. Donc les catcheurs petit à petit qui se battent et qui se rapprochent de l'entrée avec les drapeaux. Et vers la fin, en fait, John Cena porte un AA à Rusev à travers 2 tables. Comme ça, il se débarrasse de lui, puis John Cena plante le drapeau. Oh là là, USA, on verse des USA, larmes et tout, USA. super. Petit match comme d'habitude entre les deux, semi-main event et main event. On a un petit match, là cette fois-ci c'est Sami Zayn contre Mike Kanellis, donc 7 minutes 15 quand même. Premier match de Mike Kanellis en pay-per-view, donc voilà, on se dit, là, il démarre, peut-être qu'on va les pusher un petit peu et tout. Non. En plus, Maria Kanellis intervient pour aider son mari lors du match, mais malgré tout, Sami Zayn qui arrive tout de même à s'en sortir. Et à la fin, Exploder dans le turnbuckle, Elbow kick et victoire pour Sami Zayn. On passe au Punjabi Prison Match. Donc les commentateurs qui précisent bien entendu que ce match inventé à la base par Great Khali, c'est la 3e édition lors de ce pay-per-view. Ouais, puis tout d'un coup, C'est un match. il arrive quoi. C'est un match avec 2 cages. Vous avez une première cage autour du ring avec 4 portes, une de chaque côté. En gros, les catcheurs peuvent demander une fois à l'arbitre d'ouvrir l'une de ces portes. Donc chaque porte une fois.
Quand tu demandes... Là, quand on voit la connerie de ce match, on comprend que ce soit le Great Khali qui l'a inventé. Ou en tout cas, on comprend pourquoi la WWE se presse pour dire c'est le Great Khali qui a inventé. C'est vrai, nous, on n'y est pour rien. Imaginons... Vas-y, ouvre la porte. Ok. Imaginons ouvre que là, la je porte. dise... Ah non, t'as le droit qu'à une fois. Et c'est ça. Imaginons que je dise à l'arbitre d'ouvrir la porte du côté droit du ring. Il l'ouvre, j'ai 1 minute pour pouvoir sortir par cette porte. Si je n'y arrive pas, l'arbitre referme la porte et la cadenasse. Une fois qu'une porte est cadenassée, vous pouvez plus l'ouvrir, logiquement. Et le problème, c'est que donc vous pouvez demander chaque porte. Une fois que les 4 portes ont été demandées, vous pouvez plus sortir par les portes. À ce moment-là, il faut passer par-dessus. Incroyable. Et une fois que vous êtes passé par-dessus la cage, bah là, vous êtes entre 2 cages. Et il faut passer également par-dessus la seconde cage qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Donc, ce qui va se passer, c'est que les 2 catcheurs vont demander les 3 premières portes, ils vont pas réussir, elles vont être cadenassées. Quand ils se demandent à la dernière porte de s'ouvrir, à la toute fin de la minute, là, d'un coup, t'as les Singh Brothers qui sortent du ring, et ils aident Jinder Mahal à sortir de la première cage, puis la porte se ferme et Randy Orton, lui, se retrouve bloqué. Donc Jinder Mahal, lui, il est bien, il a passé la première cage, il a plus qu'à passer par-dessus la deuxième, et Randy Orton, lui, maintenant, il doit passer la première cage, il doit les rattraper. Sauf que Randy Orton, au final, il est super rapide. Il monte par-dessus la première cage, et quand il se retrouve en haut, au lieu de descendre... Ah oui, il saute direct sur l'autre. C'est ça, au lieu de descendre et remonter, il tend sa jambe. Et donc, déjà, quand tu mets un quart d'heure à expliquer les stipulations d'un match... Ah, c'est pas bon. Hein. Non, c'est pas bon. Voilà, le Royal Rumble, c'est simple. Il faut projeter le mec par-dessus la 3ème corde et que les 2 pieds touchent le sol. Le dernier qui reste a gagné. Bon, bah voilà, ok, c'est bon, ça dure depuis 40 ans. Un peu moins, bien sûr, mais quand tu dois expliquer comme il vient de le faire... Trop long. Et en plus, il n'y a rien d'excitant, je comprends pas. C'est pas... Non, mais je veux dire, le suspense... Si encore t'étais coincé dans la cage, ou si tout d'un coup on laissait entrer des tigres ou des alligators, je sais pas, mais là rien. Comme tu l'as dit, Orton pète tout l'intérêt du match presque, puisqu'il tape un sprint, et il se rend compte que limite c'est plus simple de passer par les murs, parce que tu te retrouves en haut pour la 2ème cage que de passer par la porte. Donc c'est quoi? Non. Et alors au niveau vision, tu vois rien, avec tous ces bambous. C'est clair. C'est presque, ça donne... Enfin, il y a un côté hypnotique, parce que... C'était... En fait, c'est bien. Non, c'est pas bien. Jusqu'au moment où ça démarre. Ah, le côté visuel. C'est vrai que, visuellement, parce qu'en plus, ils mettent une petite ambiance avant le début du match. Il y a une musique un peu mystique, un peu orientale. Il y a une lumière dorée sur la foule. Donc, avant le début du match, t'as l'impression qu'il y a quelque chose de spécial qui va commencer. Et ça, c'est bien joué. Mais c'est bien jusqu'au moment où ça commence en fait. Et donc le seul moment de suspense à la fin, c'est que du coup Randy Orton réussit à se débarrasser de Jinder Mahal, il démolit aussi les Singh Brothers, et quand ils se retrouvent en haut de la seconde cage, là t'as la musique de Jinder Mahal qui redémarre, enfin qui se relance, donc personne ne comprend pourquoi, il y a quelques secondes, et d'un coup vous avez Khali qui fait son entrée. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas vu Khali à la WWE, donc ça mène tout de même à une petite pop. Pop. Ouais, bah les gens ils se sont dit, ah bon, bah ok, vas-y, pop, allez. Et là, Khali s'approche du ring, vu que Randy Orton était tout en haut, il commence à shaker la cage, donc Randy Orton descend un petit peu. Khali qui monte quand même à aller à un petit limite 2 mètres, donc je me suis dit, putain c'est ouf, ils l'ont laissé monter sur la cage. Et là, il chope Randy Orton par la gorge et il le choke. Et pendant ce temps, ça permet à Jinder Mahal de monter et de passer par-dessus la cage. Et donc le show se termine avec Jinder Mahal qui fête avec Great Khali. Ah, je m'en souviens très bien. C'est là toute la folie, parce que j'ai oublié 1000 choses 10 fois plus incroyables, mais ça je m'en souviens, parce que la peur. Je me dis, bah ça y est, Great Khali de retour. Je me dis, ça y est, maintenant on va se taper du Great Khali à SmackDown, maintenant on va avoir du Great Khali à tout va. En fait, non. Non. Justement, c'est ça qui est. Il a pris le chèque. Moi, je me suis dit. Enfin, je me disais. Quitte à lui donner un clan. Non, il me manque un poteau pour mon ring dans mon école de catch. Je peux venir, oui, viens. Quitte à lui donner un clan, moi je trouvais ça pas con de peut-être rajouter Khali au délire et tout, mais en fait, non, c'est clair. Il va juste apparaître là et après rien du tout. C'était, on va dire, un petit peu pour. Comment dire, donner son stamp of approval à Jinder Mahal en mode voilà, moi. Oui, parce que. Moi, Inde, premier champion indien. Oui, non, en Inde, le Great Khali, bon, je pense pas que. Soit une... Enfin, si, ça doit certainement être une énorme célébrité, de par sa carrière, à la fois à la WWE, mais de sa taille aussi, de sa carrière aussi. Il a l'air très respecté, populaire. Je veux dire, il se promène dans la rue, forcément, les gens le captent. C'est clair. Donc, comme tu as dit, je pense que c'est de ça dont il s'agit, puisque Jinder Mahal, lui, n'est pas vraiment indien. Je pense que Great Khali, faire passer un petit peu, give the rub. C'était pour que Khali puisse, enfin, Mahal puisse profiter un petit peu de la popularité de Great Khali.
Donc on va vous laisser après ce Battleground. Ah bah super, vraiment. On a fait 2 pay-per-view de Raw, 2 pay-per-view de SmackDown, mais derrière on va enchaîner avec NXT TakeOver Brooklyn 3. Alors montre-moi la carte, vite fait. Est-ce que j'y étais? Main event McIntyre contre Bobby Roode. Pour info, on a du Asuka Ember Moon, on va avoir de très très bons matchs. Donc les prochains épisodes, ce sera voyage à nouveau pour NXT et SummerSlam. Ce sera où Bah c'est toujours au Barclays Center. Hein. C'est toujours au Barclays Center. Donc Bien on sûr. retourne à New York Bah à oui. nouveau. Encore et un nouveau SummerSlam. Et est-ce que tu peux me montrer vite fait le SummerSlam? Parce que, bon, je sais que ça s'ouvre par John Cena, Baron Corbin. Ça, j'ai bien retenu. Et ce n'est pas du tout le cas. Non, ah si, ça s'ouvre par ça. Oui, quand même. principal, oui. Quand même. On se remémorera le show d'ici là. Bon, toi, tu l'as vécu, donc j'imagine que tu as tout de même de meilleurs souvenirs que moi. Je me rappelais pas du tout du main event en le voyant, par exemple. Ah, c'est un putain de match. Ah, ouais. Le main event, Faudra que je le c'est revoie. un putain de match avec Brock Lesnar qui est évacué. Donc tu te dis pendant pas mal de temps que ça y est, il va y avoir un nouveau champion. Ça va être incroyable. Et puis, bah, évidemment, il revient. Spoiler. Non, mais et puis je l'ai recommandé l'année dernière pour la chaîne L'Équipe. Hein, on me demande d'ailleurs fréquemment quand est-ce que ça revient sur la chaîne L'Équipe. Je n'en sais rien. Ils avaient dit quand le public reviendrait. Pour l'instant, le public n'est pas revenu. Donc voilà, je ne sais absolument pas quelles sont les audiences du MMA. Voilà, je n'ai plus de contact. Florian Gazan me répond quand même. Mais Saoud Mentarki également. On échange un petit peu par-ci par-là. Les autres, ils en ont plus rien à foutre. Et j'en les en... Non, pas du tout. Non. Et voilà, évidemment, ça fait partie du jeu de la télévision. C'est comme dans le catch d'ailleurs. On est très proche pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Puis tout d'un coup, le fait est qu'on est éloigné. On ne se contacte plus. Puis un jour, on se retrouve sur un show et c'est comme si on s'était jamais quitté. Voilà. Donc voilà, on ne se quittera jamais, ne vous inquiétez pas. On se retrouve la moi, semaine prochaine pour l'épisode numéro 54 de la cloche SummerSlam 2017. À New York, donc on va voyager ensemble. Encore de belles petites anecdotes, je vous le promets. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine. Prenez soin de vous, amusez-vous, souriez. Et puis évidemment, comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine si Dieu le veut. Bisous.